Fidèle comme chaque soir à 20h45 pour votre rendez-vous de l'information africaine. Et sans plus tarder, voici vos titres. Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi, révoqué. C'est le 4e ministre en Tunisie en moins d'une année remplacé. Sur fond de crise économique, beaucoup de questions planent sous le ciel de Carthage. Plus amples détails dans un moment. Moscou réaffirme son alliance avec le Mali, une grande partie du Sahel, une tournée de Sergueï Lavrov en vue de préparer le grand sommet russo-africain prévu en juillet prochain. Quand le malheur des uns fait le bonheur des autres, les conflits en Afrique sont une source de troubles, mais pas pour tout le monde. Cela aiguise également les trafiquants d'armes sous le nez et à la barbe d'un arsenal juridique international pourtant conséquent. On en parle en fin d'édition. Et on débute avec de la diplomatie France-Algérie. C'est l'histoire d'une ressortissante nationale recherchée par Alger de passage en Tunisie, entrée de manière illégale, interpellée par la police tunisienne dans un premier temps, puis libérée en attendant son extradition vers la capitale, lorsque les services diplomatiques français s'invitent dans la partie pour opérer ce que Alger nomme une exfiltration vers l'Hexagone. À noter que l'intéressé était également muni de documents officiels français. Les autorités algériennes ont ordonné pour leur part un rappel en consultation de l'ambassadeur d'Algérie en France. Les autres détails sont de Sofiane Baroudi. L'exfiltration clandestine et illégale d'une ressortissante algérienne depuis Tunis vers Lyon via l'intervention des services diplomatiques français ouvre un nouveau cycle de crise entre Paris et Alger. Ce geste, considéré comme étant une violation de la loi tunisienne, a provoqué un torrent d'indignation à Tunis comme à Alger. Pour cause, la présence physique de la ressortissante en question sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne. Ce développement qualifié d'inadmissible et d'inqualifiable cause un grand dommage aux relations entre l'Algérie et la France, qui étaient pourtant dans un cycle de réchauffement relatif. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a décidé avec effet immédiat de rappeler pour consultation l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi. À ce propos, le ministère algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a exprimé aujourd'hui à l'ambassade de France la ferme condamnation par l'Algérie de la violation de la souveraineté nationale par des personnels diplomatiques, consulaires et de sécurité relevant de l'État français qui ont participé à une opération clandestine et illégale d'exfiltration d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est requise par la justice. Cette action vient dans la droite ligne des provocations qui se multiplient, à l'exemple des dernières sorties médiatiques de l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, qui n'ont fini pas d'enchaîner les déclarations inamicales, voire les allégations hostiles à l'égard de l'Algérie. Cet épisode ouvre donc un nouveau cycle de crise diplomatique, alors que Paris se trouve dans une situation compliquée et que la France est au cœur d'un grand mouvement de contestation animé par les peuples africains qui contestent l'attitude néocoloniale et la politique impériale arborée par ce pays européen. Je vous le disais en titre, la nouvelle est tombée via le site de la présidence tunisienne. Le chef de l'État, Kais Saïed, remercie son ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi, en fonction depuis septembre 2020. Il est remplacé par Nabil Ammar, ambassadeur de la Tunisie auprès de l'Union européenne. C'est le 4e changement de poste ministériel depuis le début de l'année dans un contexte politique tendu. Aucune information n'a été donnée sur les raisons de cette décision qui touche pour la première fois un ministère régalien depuis début janvier. Le président Kais Saïed a déjà révoqué 3 ministres du commerce ainsi que ceux de l'agriculture et de l'éducation. Toute autre thématique à présent, une visite de moins d'une journée, mais chargée de symboles. On voulait revenir autour de la visite de Sergueï Lavrov à Bamako. La Russie réaffirme son alliance avec le Mali et a de plus en plus les yeux rivés vers le Sahel, a précisé que nous sommes à quelques mois du grand sommet russo-africain prévu en juillet à Saint-Pétersbourg. Le récit est signé Mohamed Amin Abarkan. À Bamako, la Russie affermit ses alliances et voit grand au Sahel. La courte visite de moins de 24 heures débute avec une conférence de presse à Bamako. Sergueï Lavrov et son homologue Abdoulaye Diop
mettent d'emblée l'accent sur la lutte contre le terrorisme. Moscou promet de poursuivre son soutien militaire et logistique. Depuis plus de 2 ans, en plus de la livraison à Bamako de matériel militaire, il y est dépêché sur place des centaines d'hommes et instructeurs du domaine. Mais la Russie prend pied et s'ancre au Mali pour bâtir une route plus importante vers la région du Sahel et même au-delà, officiellement toujours, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Lavrov, lors de sa conférence à Bamako, en a parlé sans livrer plus de détails, mais la nouvelle politique africaine de son pays sera dévoilée lors du prochain sommet Russie-Afrique qui se tiendra en juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne qui ne s'est pas déplacé jusqu'à présent à l'étranger, a confirmé d'ores et déjà sa participation à cette rencontre. Il a reçu le ministre russe des Affaires étrangères au cours de son bref séjour dans la capitale malienne. À un moment où la Chine et les États-Unis reconfigurent leur politique vis-à-vis de l'Afrique, sans parler d'une France en pleine interrogation diplomatique, la Russie marque des points dans sa politique de séduction à l'endroit de l'Afrique. Une tournée de Lavrov sur le continent qu'il a menée d'abord en Afrique du Sud, en Angola et en Érythrée. Ce premier voyage d'un chef de la diplomatie russe au Mali, en dépit de la longue tradition de coopération entre les deux pays, avait une valeur particulière. Pour Sergueï Lavrov, l'Afrique a trop souffert des instincts néocoloniaux et une justice foulée aux pieds sur la scène internationale en faisant un pied de nez à la France. Justement, on a voulu s'arrêter ce soir sur tous ces conflits qui traversent certaines régions d'Afrique, mais sous un angle particulier des conflits qui font la part belle aux trafiquants d'armes, qui sont parfois payés en minerais précieux. En dépit d'une batterie d'actions veillant à endiguer la présence du matériel de guerre sur le continent, ces actions s'avèrent pour la plupart du temps frappées d'insuccès. La difficulté de la mise en place d'un embargo sur les armes en Afrique, un récit de Mariam Ziane. Les embargos sur les armes et les sanctions autour sont une vieille problématique en Afrique. Des débats qui ne datent pas d'hier. Il faut le préciser, les pays africains ont été la cible de mesures limitant l'entrée des armes dès 1963, avec l'embargo des Nations Unies pour affaiblir la politique de l'apartheid en Afrique du Sud. Aujourd'hui, les embargos sont utilisés dans différents contextes, toutefois régulièrement violés. Depuis le Conseil de sécurité pour faire un suivi des sanctions onusiennes, comme le chapitre 7, article 41 de la Charte des Nations Unies, de contrôler la violation des embargos sur les armes. Une des prérogatives, par exemple, d'une mission de maintien de paix. Sur une longue série de rapports d'inspecteurs onusiens depuis plusieurs années, les conclusions pointent la difficulté à contrôler et exécuter l'embargo sur les armes. Dans certains cas, les fonctionnaires spécialisés dépêchés sont inadaptés. À l'exemple de l'embargo décidé par les Nations Unies dans la région du Darfour, au départ réservé à des groupes armés non étatiques. Un an plus tard, c'est le gouvernement qui a armé et fourni un soutien logistique au milieu du Janjaouid. Ailleurs, en RDC, on réussit à se procurer des instruments de combat pour mettre en place des stratégies de contournement. On met en place des contrats d'échange, matériel de guerre contre des minerais, le tout en dehors du système bancaire officiel. La complexité du terrain et du conflit lui-même, la porosité des frontières, l'insuffisance, voire l'absence de moyens étatiques, mais aussi la corruption due à une pauvreté d'une population marginalisée, figurent parmi les obstacles à l'application de ces sanctions. Toujours concernant la RDC, un rapport du groupe d'experts de l'ONU, publié en juin 2020, indique que les différents chefs miliciens, pour échapper aux sanctions, mettent en place des moyens d'échange parallèles, ou l'or a joué un moyen d'échange. Dans une telle mesure, le volume du minerai jaune passé en contrebande dans cette zone a considérablement doublé que celui négocié dans la légalité. Chose promise, chose due, on en avait parlé hier au sujet de l'opus historique de Mohamed Tahar Zega. On n'a pas eu le temps malheureusement de le faire partager, les propos de l'auteur autour de la bataille diplomatique de l'Algérie pour acquérir son indépendance. L'Afrique a été solidaire lors de cette période phare. Mohamed Tahar Zega nous fait partager ce souvenir au micro de Soufiane Balouti. Les luttes, d'ailleurs, qui avaient démarré à cette époque de la guerre de libération et qui a vu la Tunisie et le Maroc, justement, devenir indépendants 1 an et demi, en 1956, puis il y a eu la Côte d'Or, comme on l'appelait, c'était le Ghana, qui était le seul pays africain indépendant avec Addis Abeba, c'est-à-dire l'Éthiopie, de l'empereur Haïlé Sélassié. Et donc, ensuite, il y a eu, évidemment, le mouvement de lutte de libération en Afrique, le mouvement de lutte de libération aussi
en Amérique latine avec ce qui se passait à Cuba et puis la victoire de Fidel Castro, Che Guevara à Cuba, à La Havane, en Amérique latine de façon générale, et aussi évidemment en Asie avec la guerre du Vietnam. La politique à l'époque algérienne, elle était un peu dans tous ces domaines. Mais l'axe stratégique, c'était les pays du tiers-monde. C'est comme ça que les pays d'Afrique n'ont pas hésité, quand ils sont devenus indépendants, de voter aux Nations Unies pour l'Algérie, contre la France, alors que la présence française existait encore. Et d'autre part, les pays d'Asie, que ce soit l'Indonésie ou l'Inde, ils ont toujours aussi voté pour l'indépendance de l'Algérie. Ce sera tout pour notre rendez-vous de ce soir. Merci de nous avoir accompagnés. Demain, c'est Tinhinan Makassi qui reprend le relais en vous souhaitant un bon week-end et on se retrouve dimanche.